Je m'appelle Ricardo Torre, je suis maître de conférence à l'Université Paris-Est Créteil. Ma spécialité, du point de vue de mon profil de recherche, c'est la littérature argentine. Oui, le titre de la thèse, c'est l'œuvre de Marcelo Cohen entre sociologie fantastique et géographie imaginaire. Donc, la thèse a été soutenue le 3 décembre 2016 et elle a été dirigée par Graciela Villanueva à l'Université Paris-Est Créteil. Très bien. Bon, alors cette thèse, est-ce qu'elle est l'aboutissement d'un parcours banal, j'ai envie de dire, d'hispaniste, avec une licence, une maîtrise, un DEA, ou en l'occurrence, pour vous, vous êtes jeune, un master 1, un master 2, ou est-ce que vous avez quelque chose de plus original à raconter? Oui, j'aimerais dire en toute honnêteté que ma thèse a été l'aboutissement d'un parcours on ne peut plus atypique, étant donné que j'ai fait mes études universitaires en Argentine, dans l'Universidad Nacional de Córdoba, et j'ai suivi en fait dans ma formation initiale des parcours parallèles de 5 ans d'études, équivalent à des Master 2, hein. D'un côté, pour les lettres classiques, donc en littérature, civilisation ancienne, et qui permettent de donner l'habilitation pour faire cours d'espagnol là-bas, et aussi dans des spécialités de FLE, de français langue étrangère, de littérature, de traduction, de traductologie. Et en fait, quand je suis arrivé en France, j'ai poursuivi euh, des branches d'études dans un DEA en sémiotique littéraire à Paris 8. Et de manière concomitante, j'ai passé le CAPES d'espagnol, un petit peu plus tard l'agrégation d'espagnol. Et vraiment, la thèse a été un travail très progressif, hein, entamé il y a, je ne veux pas dire une dizaine d'années avant l'inscription, mais ça a été un cheminement un tout petit peu long, surtout que j'ai voulu inscrire d'abord une thèse de littérature comparée et après, en fait, je me suis rendu compte qu'il valait mieux de travailler sur un auteur en particulier. Et voilà, en fait, plusieurs années avant mon inscription en thèse qui a eu lieu en 2011, je me suis intéressé à Marcelo Cohen. J'ai pu en fait obtenir l'ensemble de son œuvre publiée. Et en fait, et quand j'ai eu la totalité de son œuvre, à ce moment-là, et que j'ai eu le projet bien en tête, à ce moment-là, je me suis inscrit en thèse en 2011. Voilà, là tout de suite, je me dis, mais alors, qu'est-ce que cet auteur a de si particulier pour vous avoir donné envie de faire une thèse dessus parce que c'est une monographie. Donc pourquoi lui et pourquoi ce sujet précisément sur lui? À l'époque, quand j'étais étudiant à Paris 8 pour la préparation du CAPES, j'ai eu la chance d'avoir Julio Premat comme enseignant. Et en fait, je suis allé lui demander des conseils là-dessus. Il m'a en fait proposé plusieurs auteurs argentins sur lesquels il n'y avait pas d'études vraiment approfondies en France. Et j'ai lu un ensemble de choses en fait sur ces auteurs-là. Et je suis, on va dire, tombé amoureux de El Oído Absoluto. J'ai lu des extraits à cette époque-là sur Internet de Marcelo Cohen. Et j'ai été charmé par son style, par son écriture, par sa vision du monde. Et je me suis dit, je veux faire une thèse de doctorat sur son œuvre. Et alors le sujet, alors, pourquoi cette perspective-là précisément? Le sujet, en fait, je peux dire que ce sujet vient un tout petit peu de mon parcours parce que j'avais travaillé sur la spatialité, hein, dans plusieurs auteurs. L'espace est une catégorie en fait qui me fascine, qui éveille ma curiosité depuis toujours. Et Marcelo Cohen est un auteur qui présente des univers bien particuliers à lui dans ses contes, dans ses romans. Et,
et c'est pourquoi, en fait, je trouve il a créé, en fait, ce monde de géographie imaginaire que j'ai voulu explorer. Mais il fallait dire que ce sujet était incomplet si on ne pouvait pas le relier à la dimension idéologique, la dimension politique, la dimension sociale. C'est autour des années 2000 où il a forgé cette expression de sociologie fantastique pour justement qualifier sa propre œuvre. Et donc, à ce moment-là, je me suis intéressé aussi à l'espace, non pas uniquement géographique, figuratif, mais aussi à l'espace social dans son œuvre. Et je trouve que c'était un bon compromis de travailler sur les deux axes. De sorte que, quelles sont vos conclusions? Qu'est-ce que vous avez démontré dans cette thèse? Oui, justement, la thèse, en fait, en elle-même, essaie de démontrer l'interdépendance étroite entre les dimensions spatiales et sociales dans l'œuvre de Marcelo Cohen. Euh, Tout d'abord, j'ai essayé de tracer un panorama de son œuvre, donc par rapport à des cycles d'écriture bien déterminés. Du point de vue spatial, on peut observer justement que depuis ces premiers contes, ces premières nouvelles, on part d'une référentialité précise, celle de Buenos Aires, celle de l'Europe, pour se détacher de plus en plus vers un monde imaginaire qui est celui du delta panoramique, où justement il situe toutes ces fictions depuis les années 2000-2001. Et donc j'ai étudié dans ma thèse cette évolution et comment l'espace va informer justement la société ou les sociétés, qu'elles soient plus ou moins rattachées à la réalité au début de son œuvre, ou bien des sociétés imaginaires vers les dernières étapes de l'écriture. À partir de ce travail, dans mes conclusions, j'arrive à poser en fait une dynamique de forces en opposition qui peuvent se résoudre de manière très très simple ou en fait être établies comme des forces d'intégration, de fusion d'un côté, et des forces de séparation, de fission, étant donné qu'on peut parler justement d'une intégration à plusieurs niveaux, au niveau linguistique, au niveau social, au niveau en fait spatial. Je ne donne qu'un exemple. Quand il va inventer des mots qu'on appelle des mots fiction en science-fiction, et il va poser l'existence des voitures volantes. Donc, il va parler de fly coach, par exemple. Donc là, on voit la fusion en fait entre l'anglais et l'espagnol. On a son pendant, c'est-à-dire la séparation, la fragmentation euh, qu'il met en place en fait dans ses romans, dans ses nouvelles, parce qu'on peut parler vraiment de fragmentation urbaine, de fragmentation sociale au sein de ces fictions. Et est-ce que dans des entretiens ou des écrits, je ne sais pas moi, sur un blog, où il a expliqué ce besoin qu'il avait eu d'un espace imaginaire, je crois que vous avez appelé ça comme ça, pour penser l'espace réel, pour mener une réflexion, un discours, construire éventuellement un discours sur l'espace réel. Est-ce qu'il s'en est expliqué de cette nécessité de l'étrangérisation de son univers fictionnel? Oui, bien sûr, en fait, il a toujours parlé de l'époque où il s'est expatrié, il s'est auto-exilé, en fait, c'était pas par obligation, mais par choix, à Barcelone pendant 20 ans. Et donc, et ça lui a ouvert l'esprit en termes spatiaux, en termes de culture, en termes de scénarios possibles et de scènes possibles pour ces fictions. Et à partir de là, il a parlé de la création d'espaces syncrétiques, des
espace en fait qui fusionnait des caractéristiques qu'il avait observées en fait en Amérique latine, parce qu'il a fait des voyages au Pérou, en Bolivie, etc. Et en fait, des caractéristiques des sociétés et de l'espace dans les villes européennes. Et donc, à partir de là, il a vraiment le démarrage, on va dire, de l'espace proprement imaginaire débute là. Et il s'en éloigne, en fait, il s'éloigne de plus en plus des espaces réels, on va dire. Et quelle réception il a aujourd'hui en Argentine? C'est un très grand auteur, un auteur reconnu, il a reçu plusieurs prix, mais c'est quelqu'un qui est très très humble, donc, et il ne va pas dépenser une goutte d'énergie pour l'autopromotion. Donc on voit très très peu d'éléments en fait de vidéos sur Internet de lui, peu de photos, mais c'est quelqu'un de très très généreux. Quand on lui demande un entretien, il l'accepte, mais ce n'est pas quelqu'un qui va faire du bruit, justement. Mais c'est quelqu'un de très reconnu, il est invité très souvent à des tables rondes, à des conférences. Alors, je pense que pour ceux qui ne connaîtraient pas cet auteur, qui ne l'auraient pas lu, peut-être est-il nécessaire que vous parliez un petit peu du corpus. Vous avez évoqué un titre, mais enfin, dites-nous un peu, j'avais 5 titres, 10 titres, 40 titres, et décrivez-nous un peu ce qu'il y a dans ces livres. Alors là, j'ai compris l'essentiel, hein, mais voilà, présentez-le nous de manière un peu générale. Oui, en fait, j'ai étudié l'ensemble de son œuvre jusqu'en 2011. Donc, jusqu'au moment de l'inscription de la thèse, même si ma directrice voulait que je continue à aborder les ouvrages qu'il publie entre-temps, mais je me suis dit, il faut arrêter à un moment donné, parce que sinon on peut pas se concentrer sur l'analyse. Et donc, il avait publié jusque-là une vingtaine d'ouvrages. Donc, en fait, on va dire une dizaine, une douzaine de recueils de nouvelles et de contes. Et je crois que c'était 8, 9 romans. Et donc, on peut observer il a publié 2 livres de recueils de contes dans les années 70, avant son départ pour Barcelone. Donc, il est parti à Barcelone en 1975. Et donc, en Espagne, il a publié quelques romans et d'autres recueils aussi. On peut dire que ses premiers ouvrages tournaient autour de la réalité argentine, hein, de Buenos Aires, de la réalité argentine. On peut dire que plus il est parti en fait à Barcelone, il a mélangé un tout petit peu les univers européens. Et par la suite, il commence à se détacher, à écrire des romans qui se passent dans des endroits imaginaires, qu'ils soient ancrés ou pas dans la réalité. Par exemple, un de ses romans s'intitule Insomnio et se passe dans une ville inventée dans la Patagonie argentine, par exemple. Mm. Par la suite, bon, je fais un raccourci très rapide, c'est-à-dire, il rentre en Argentine en 1996 et en 2001, il commence, on va dire, une saga, hein, celle du Delta panoramique. Il crée un univers d'îles imaginaires, d'îles d'eau douce, hein, qui s'appelle justement le Delta panoramique. Et à partir de là, c'est qui sont placés dans un avenir très éloigné. Donc, ça ne se passe pas vraiment dans un univers proche de notre monde, on va dire, mais c'est vraiment un univers très, très éloigné, ce qui lui permet, en fait, cette science-fiction à la Cohen, lui permet une critique sociale plus forte aussi. Donc, parce que, bien sûr, il se sert de sa sociologie fantastique afin de critiquer la réalité, la surpopulation, les dictatures, la politique. Et donc, voilà, en fait, je brosse un tableau très, très large
Et il faut se dire en même temps, donc je donne deux détails de plus de contextualisation. Marcelo Cohen, il est connu, bien sûr, comme écrivain de grande valeur, mais son métier, on va dire, sa profession qu'il a arborée depuis toujours, c'est celle de traducteur. Donc, il a traduit plus d'une centaine d'ouvrages de l'anglais, du français, du portugais, du catalan, de l'italien, donc des langues latines, mais surtout de l'anglais. Et l'autre détail, c'est justement qu'il, en plus d'être traducteur, le deuxième élément, c'est que dans son séjour européen, il a été invité par la maison des écrivains et des écrivains étrangers, des traducteurs de Saint-Nazaire en France. Et donc, il a été invité, comme tant d'autres Argentins. En fait, on trouve, je ne vais pas dire paradoxalement, mais on trouve un livre, un roman, un petit roman, une nouvelle, on pourrait dire, traduite en français. Donc, en 1995, donc dans la version bilingue, comme c'est pour les ouvrages du Met. Donc, Inoubliable soirée, qui se passe, n'est-ce pas, dans un climat un tout petit peu de science-fiction proche de l'Argentine, avec énormément d'allusions à Buenos Aires et au tango. Donc voilà, et en fait, il a été traduit en France en fait pour cet ouvrage. Bon, et alors, si vraiment, vraiment on ne le connaît pas, on commence par quoi de votre point de vue? Quelle est la porte d'entrée idéale? Quel titre? Donc si on veut connaître sa production avant le point de partage avec la science-fiction, c'est-à-dire avant, je pense que le titre incontournable, c'est El Oído Absoluto. Donc, ce sont des ouvrages qui ont été publiés dans les années 80. Donc, El Oído Absoluto, c'est vraiment un très, très grand ouvrage. Si on veut découvrir l'univers du delta panoramique, à mon avis, hein, à mon humble avis, il faut commencer par le début. C'est-à-dire qu'il faut prendre le recueil de nouvelles Los Acuáticos, publié en 2001. Mais bon, bien sûr que le livre en lui-même, peut-être qu'on ne peut pas le retrouver, mais il y a eu une grande compilation de ces contes, de ces nouvelles, de ces fictions narratives plutôt courtes, on va dire, en 2014, avec Relatos Reunidos par les éditions de Alfaguara. Donc, on peut avoir accès en fait à ces récits-là. Parfait. Alors, en dehors du rôle qu'a pu jouer votre directrice de thèse, la grande Graciela Villanueva, sur laquelle vous pouvez revenir ou pas, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont aidé pendant cette période de la traversée de la thèse? Oui, bien sûr. Bon, tout d'abord, ma reconnaissance fondamentale va vers Marcelo Cohen, donc numéro un, hein, pour lui, parce qu'il m'a concédé des entretiens. En fait, j'ai pu le voir en Argentine. Je suis allé le voir avant, c'est-à-dire pendant le processus de la thèse et une fois que j'ai pu la soutenir. Donc, c'est quelqu'un de très, très généreux. On a échangé par téléphone, par mail, par WhatsApp, etc. Et donc, je tenais vraiment à exprimer toute ma reconnaissance pour lui d'abord. Ensuite, bien sûr, il y a Graciela Villanueva, il y a Julio Premat. C'est Julio Premat, en fait, qui m'a proposé le sujet. Donc, peut-être que sans lui, je n'aurais pas pu focaliser mon attention sur Marcelo Cohen. Et Graciela Villanueva, justement, elle m'a aidé, bien sûr, dans tout le processus en fait, d'écriture, d'élaboration conceptuelle. Elle m'a beaucoup, beaucoup guidé, bien sûr. Et autrement, en fait, je pourrais citer aussi en fait, deux personnes qui ont contribué du point de vue intellectuel.
une enseignante, une professeure d'université à l'Université de La Plata, à Buenos Aires, en fait, qui est Miriam Kiani. Donc, elle a écrit, justement, je n'ai pas dit que euh, un moment charnière pour la recherche de l'œuvre de Marcelo Cohen, ce n'est pas parce que j'inscrivais ma thèse à cette époque-là, mais c'était justement les années 2011 et 2012, parce qu'en 2011, euh, la deuxième personne que je voulais remercier, c'est Annelie Oeyen de l'Université de Gand. Elle a soutenu une thèse dans laquelle, en fait, dans son corpus, il y avait plusieurs ouvrages de Marcelo Cohen. Oui, pas exclusivement sur Marcelo Cohen, mais de littérature argentine en général, mais parmi les écrivains, il y avait Marcelo Cohen, parmi les auteurs. Et en 2012, justement, Miriam Kiani a soutenu sa thèse sur justement l'élément musical, hein, sur la musique dans l'œuvre de Marcelo Cohen. Donc, pour moi, en fait, ces deux chercheuses, en fait, ont été fondamentales dans ma recherche. Hein. Et bon, j'imagine que comme tout doctorant, vous avez rencontré des difficultés, parfois importantes, parfois secondaires. En tout cas, rétrospectivement, c'est l'impression qu'on en a. Alors, quelles ont été ces difficultés qui peuvent être liées à la spécificité du sujet ou plus générale? Et puis, quelles sont les solutions que vous avez trouvées pour les dépasser? Je pense que du point de vue des difficultés, on peut en parler de deux sortes. C'est-à-dire des difficultés du point de vue interne, du point de vue des définitions du cadre théorique, surtout. La définition et l'enrichissement du cadre théorique. Je me suis fondé justement sur l'ouvrage de la géocritique de Bertrand Westphal, hein, professeur à l'Université de Limoges, donc qui a publié pendant les années 2000 et par la suite tout ce qui concernait justement cette approche littéraire, mais qui malheureusement ne s'appliquait pas entièrement aux espaces imaginaires. C'est plutôt une approche pour des villes qui existent dans la réalité, dans notre monde, on va dire, mais il y a des notions théoriques dont je me suis servi pour construire justement mon cadre théorique. Et entre-temps, il y a eu Michel Collot qui a publié pour une géographie littéraire en 2014, c'est-à-dire en plein milieu de l'écriture de la thèse. Donc, du coup, en fait, cet ouvrage, il a été fondamental pour moi parce qu'il faisait une critique justement de l'approche de Westphal. Et cela a été vraiment un enrichissement, mais en même temps une difficulté parce qu'il a fallu réadapter des notions pour la première partie de la thèse. Et du point de vue externe, des difficultés du point de vue externe, ce qui arrive à pas mal de doctorants, c'est de travailler à temps plein à côté. Et donc, j'ai travaillé à temps plein pendant la première partie de mon inscription en thèse, de 2011 à 2015. Donc, j'étais enseignant en lycée. Et à partir de 2015, j'ai obtenu un poste d'alter à l'UPEC. Et donc, pendant 3 ans, donc, cela m'a fait vraiment décoller du point de vue de l'écriture de la thèse et de la poursuite du travail. Cela m'a permis d'avancer de manière décisive et c'est pour ça qu'à fin 2016, j'ai pu soutenir. Très bien. Et c'est toujours une question que je pose, enfin, que je pose régulièrement. L'écriture, alors, ça a été difficile, facile? Je pense que la première partie, c'est-à-dire Graciela Villanueva nous dit toujours le fait de commencer est très difficile. Quand on est lancé, après, ça coule. Je pense que la première partie où on doit définir un tout petit peu le cadre théorique, le cheminement, etc., a été plutôt ardue, plutôt difficile. Et quand j'ai clos en fait la première partie de la thèse, donc les deux autres parties donc, que j'ai consacrées à l'espace imaginaire et à la partie de l'espace social,
j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à les faire. C'était les analyses concrètes des ouvrages. Bien, alors venons-en à la soutenance. Est-ce que vous pouvez commencer par nous dire qui étaient les professeurs qui composaient le jury? Oui, bien sûr. Donc, il y avait, bien sûr, bon, ma directrice, Julio Premat, qui était le président, hein, du jury. Et aussi, il y avait Teresa Kim Gremas, aujourd'hui à la retraite, et Monsieur Eric Fisbach. Donc, tous les quatre. Et quel souvenir est-ce que vous gardez de cette journée? Donc, je garde un très, très bon souvenir. C'était un samedi matin, donc il n'y avait qu'une poignée d'amis et de co-doctorantes. Ma femme m'a accompagné aussi. Et vraiment, je me suis senti très, très bien. Très, très bien. Des critiques positives. Bon, les critiques les plus denses sont venues justement du côté de Julio Premat, parce que c'est un immense connaisseur de la littérature argentine. Je l'ai reconnu aussi, hein, au cours de la soutenance. Hein. Mais voilà, mes souvenirs restent gravés dans ma mémoire. Et par la suite, pour la petite histoire, bien sûr, après, avec le champagne et un ensemble d'empanadas préparées par ma femme, qui ont régalé les papilles du jury. Bah, il fallait bien des empanadas avec tous ces Argentins dans le jury. Exactement. Bon, et alors, dans quelle mesure est-ce que le chercheur et l'enseignant que vous êtes aujourd'hui continuent d'être influencés par ce travail? Oui, je pense en fait que la thèse est autant un aboutissement de la recherche initiale d'un chercheur que le point de départ d'autres quêtes scientifiques. J'ai été modelé par la rigueur, c'est-à-dire dans la rigueur et dans la distance critique des outils d'analyse. Et j'estime en fait qu'une thèse doit faire preuve aussi de synthèse de plusieurs sortes. Je pense que les opérations de synthèse, de bibliographie dans les notions d'analyse, de synthèse d'extraits d'ouvrages, etc., ont été très importantes pour moi et pour le déroulement ultérieur de mon activité d'enseignant-chercheur. Hmm. Et justement, j'allais vous dire, alors, en tant qu'enseignant, comment vous enseignez votre discipline? Oui, en réalité, du point de vue de l'enseignement, je pense que c'est très, très important d'avoir cette base de recherche pour pouvoir s'inspirer, pour pouvoir transmettre, par exemple, la méthodologie de la recherche, des outils qui, c'est-à-dire notre expérience, sert de soubassement, de fondation afin de transmettre à nos étudiants des réflexes d'analyse, de critique, de synthèse par rapport à des articles scientifiques, par exemple. Vous avez l'occasion de leur faire des cours sur la science-fiction argentine ou latino-américaine en général? Pas encore, pas encore, mais je prévois en fait dans des activités justement d'écriture de forme brève de pouvoir m'en inspirer. Bon, alors est-ce que vous faites partie des gens qui ont relu leur thèse ou alors après la soutenance, vous avez rangé ça dans un carton pour plus tard quand vous aurez le courage d'y revenir? Non, en fait, je voudrais répondre que la relecture de ma thèse était en cours jusqu'à ma prise de fonction en tant que titulaire dans le supérieur. En 2018, j'ai commencé par un poste dans l'université Paris-Sud et la préparation des cours dans le supérieur depuis cette époque m'a fait vraiment interrompre momentanément le processus de relecture que je compte reprendre, surtout en vue d'une révision de la thèse pour une publication future. Bon, donc vous n'avez pas encore été vraiment confronté à ouvrir de nouveau la bête et de prendre de la distance par rapport aux chercheurs que vous étiez. Bon, le moment venu, vous me raconterez un peu comment ça s'est passé. Ok, très bien. Alors, sinon, quels sont les conseils que vous donnez à de jeunes doctorants? Oui, en fait, mon conseil ou le conseil que je donnerai à des jeunes doctorants est un conseil tout à fait traditionnel, il n'est pas novateur. C'est celui qui suggère de bien résumer, synthétiser le matériel bibliographique et de bien classer ce matériel. Au moment de la lecture d'un ouvrage ou d'un article, ne pas laisser passer beaucoup de temps avant de la noter, d'essayer de le situer, entre guillemets,
dans le plan de la thèse. Parce qu'après, il y a tellement de lectures qui viennent par la suite, surtout dans une période où il y a énormément d'informations sur Internet, donc qu'on se perd très très vite avec les informations, les cadres théoriques, les apports des uns et des autres. Donc, avoir cette rigueur, en fait, dès le début pour faciliter un tout petit peu la tâche par la suite. Bon, alors pour finir, je vais vous demander de nous lire la première phrase de votre thèse et je ne vais pas vous épargner de nous en faire un commentaire rétrospectif, une glose. Très bien, donc la première phrase de la thèse, c'est la production littéraire de Marcelo Cohen est souvent associée à la complexité de l'écriture et à la science-fiction. Donc voilà, très très brève, c'est une phrase très très brève. Donc, du point de vue en fait, avec une distance critique, je trouve qu'elle elle résume bien, justement, toute l'œuvre de Cohen. Euh, à un moment donné, dans la conclusion de la thèse, j'ai voulu écrire que Marcelo Cohen, dans son écriture, présentait ou avait une certaine complexité. Et Graciela Villanueva m'a dit non, 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 tu as très très mal mis l'adjectif. C'est une œuvre qui a une complexité certaine. Et là, on peut voir, parce qu'il est passé par tellement de périodes en fait d'écriture, des essais de toutes sortes, du point de vue des techniques littéraires, que du côté de l'écriture, c'est pas facile, hein, c'est pas une écriture simple, c'est pas un style simple qu'il a. Et du point de vue de la science-fiction, donc bon, c'est à nuancer parce que c'est pas toute sa production, hein, c'est pas toute sa production, mais elle définit bien aussi la production qu'il a commencé depuis au moins une vingtaine d'années. Alors si vous deviez retenir un élément de cette complexité, alors vous appelez de stylistique, mais ça peut être la façon de structurer les récits, etc., ce serait quoi que vous retiendriez? Je pense que c'est la richesse de toute la palette de l'espagnol, oui, et aussi le soin minutieux dans l'orfèvrerie de la construction de la phrase et de la phrase complexe. Justement, il insiste beaucoup dans ses entretiens que plus on simplifie, ça veut dire que du point de vue de notre esprit, on simplifie aussi les choses et on a moins de nuances. Et plus on utilise des subordonnés, donc c'est un petit peu son idée, plus on utilise de subordonnés, de la richesse lexicale, la complexification syntaxique, grammaticale, cela nous permet de disposer de plus de nuances, d'une palette de couleurs plus importante pour en fait interagir avec les autres et avec la réalité. D'accord. Et bon, comme je suppose que vous n'êtes pas l'homme, le chercheur d'un seul écrivain, donnez-moi 2 ou 3 noms qui figurent aussi à votre panthéon des idoles. Oui, bien sûr, bon, comment ne pas citer Borges, donc évidemment, comment ne pas le citer. On peut dire en fait aussi, j'ai travaillé sur Andres Neumann dernièrement, donc que j'aime beaucoup. Et donc, du point de vue de la littérature argentine, je résume très très vite à ça, mais sinon, en fait, j'ai beaucoup travaillé sur Marguerite Yourcenar aussi, en littérature française. Bon, merci beaucoup Ricardo pour cet entretien et pour avoir accepté de participer au projet Ma thèse et moi. Merci. Merci à vous, Caroline.